Eh bien, merci, messieurs les modérateurs. Et c'est ma dernière com en auditorium, donc je veux remercier chaleureusement la SO de m'avoir invité. Même si on n'a pas gagné la Coupe d'Europe, on a des choses à raconter à Marseille. Et aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il faut faire une ténodèse latérale ou une ostéotomie de la pente glissante dans mes LCA. Un point qui est quand même clé, donc c'est un topo qu'on m'a demandé de refaire après le débat que j'ai fait contre Bertrand Sandricoté à l'ESCA. Donc il y aura quelques photos dégradantes de Bertrand Sandricoté. Vous pouvez lui envoyer, je l'ai déjà mis au courant que ça allait ressortir à nouveau, puisque c'était un débat un peu houleux, donc il fallait qu'on se cherche un peu. Néanmoins, la première diapo qui est la bonne, je trouve, c'est qu'il a fallu 12 ans pour passer de cette publication de Stephen Class en 2013 jusqu'à la preuve avec la première étude randomisée contrôlée sur le sujet qu'a fait Bertrand, qui a été publiée dans Lancet, disant qu'effectivement, a priori, il faut faire des ténodèses latérales à peu près chez tout le monde. Donc, question ouverte dans la salle, qui c'est qui fait systématiquement une ténodèse latérale assez croisée? Plus de 50%? Jamais? Ok, donc voilà. Alors cette discussion, du coup, elle est un peu stérile en France, puisqu'on est tous des grands passionnés de la ténodèse latérale par histoire et à cause de Marcel Lemaire probablement. Mais ça se tient encore très très fort quand avec Christophe, on va à l'SCL Study Group, on était au Brésil ensemble. Ça passionne encore les foules, surtout transatlantiques. Il y a de grands opposants américains à cette idée, pour des raisons qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, mais ils sont vraiment opposés à l'idée, ils cherchent par tous les moyens à continuer à s'opposer à cette idée que finalement il faut faire des ténodèses latérales, que ça protège nos croisés. La vraie question qui peut se poser autour de la ténodèse latérale, je trouve, c'est pourquoi les ligaments croisés rompent. Et en fait, si on s'intéresse à tous ces facteurs de risque, c'est une grosse slide, les 3 prochaines sont un peu busy, mais grosso modo, l'anatomie tibiale est un des facteurs qui est mis en avant en disant, si vous avez des facteurs anatomiques, échancrure étroite ou pente élevée, vous avez un facteur de risque intrinsèque de rupture du croisé qui va se rajouter au fait que vous êtes une femme, que vous faites des sports pivots et que vous avez une balance quadriceps ischio-jambier qui n'est pas ultra favorable. De la même façon, pourquoi les LCA rompent, on va retrouver les mêmes raisons. Vous voyez, la pente tibiale élevée va ressortir, va être flashée dans la littérature avec des papiers sur le sujet. Quand aussi on dit retour au sport trop précoce, toujours ce déficit quadricipital, le retour au sport pivot, comme on dit aux patients, si vous jouez aux échecs, vous n'aurez pas de rupture du croisé. Si vous jouez au foot, vous avez de plus grandes chances d'avoir. Donc vous voyez, cette pente tibiale commence à parler. Et quand on dit comment on peut protéger la greffe, d'un coup, on en parle beaucoup moins de la pente tibiale, ou en tout cas on en parlait beaucoup moins. Par contre, on dit il faut faire du LAL, il faut faire du KJ en première intention parce que c'est plus résistant, il faut reconstruire le LCM profond ou le LCM superficiel associé, il faut faire du double bundle, il faut mettre des internal brace avec du tape. Donc en fait, tout ça, on se dit que peut-être la chirurgie parfaite en 2027, ce sera un double bundle avec une ténodèse latérale et un internal brace pour protéger tout ça. Moi, je trouve que ça se rapproche de plus en plus de ça, techniquement. Et c'est vrai qu'on se dit qu'à force de rajouter des ceintures, des bretelles à une pathologie qui est peut-être purement liée à un problème osseux, on n'adresse jamais le problème, on ne fait que rajouter des barrières pour éviter les problèmes. Donc c'est un vrai sujet, les broches en croix, moi j'ai appris ça à Versailles, il y avait un centre périphérique de Versailles qui mettait des broches sur les luxations de genoux avant de nous les envoyer pour stabiliser le genou. On peut discuter de l'intérêt de la chose, mais néanmoins, ça peut se voir. Et je dis à mes patients, si je vous mets 2 broches en croix de 5 mm à travers le genou, il y a 0% de rupture du croisé, il y a aussi 0% de flexion, donc ça se discute, vous serez très raide et malheureusement très stable, puisque vous serez très raide. Donc, Bertrand Sandricoté aime beaucoup les chiens, il faut le savoir, et quand il dit que c'est sur la chirurgie de la pente tibiale, c'est une chirurgie pour les chiens, je pense qu'il ne le pense pas, et c'était le sujet du débat aujourd'hui. Et en fait, le vrai sujet, c'est est-ce que vraiment il faut rajouter une ceinture et des bretelles à une chirurgie du ligament croisé quand on se dit que peut-être le problème, c'est qu'on a juste un pantalon trop grand, et que donc il faut adapter la taille du pantalon plutôt que d'essayer de rajouter à tout prix ceinture et bretelles autour de la chirurgie du ligament croisé. Parce qu'on se dit bien que chez ce patient-là, avec une pente tibiale comme ça, ce sont des radios d'humains, pas des radios de chiens, je vous rassure. Avec cette pente tibiale excessive comme ça, il n'y a absolument aucune chance que votre ténodèse latérale permette de protéger le croisé, ne serait-ce qu'un peu, 0,0. On va être obligé de passer sur une chirurgie osseuse parce que techniquement, là, ce n'est pas une pente de ski qu'a le patient, c'est vraiment un mur vertical et le croisé va rompre en série. De la même façon, on se dit chez ce patient-là, si on l'avait pris à T0, qui a eu 6 ruptures du croisé, peut-être qu'on aurait pu, en faisant une ostéotomie de la pente d'emblée, s'éviter bien des problèmes. C'est un patient qui a 26 ans, on peut imaginer qu'on a un genou comme ça à 26 ans, on est sportif de haut niveau, l'affaire, elle n'est pas tout à fait rigolote.
Donc si on s'intéresse un petit peu à la littérature, et c'est un sujet que j'ai évoqué hier pendant la session spéciale genou, on sait que d'avoir une pente tibiale élevée va augmenter la translation tibiale antérieure, ça va mettre des contraintes persistantes sur votre greffon de LCA, et ça va créer des ruptures avec peut-être 4 à 10 fois plus de risque de rupture que chez les patients qui ont une pente tibiale normale. Chez ce patient-là qui a une pente tibiale très anormale, vous voyez ce qu'il arrive à faire, il arrive quasiment à se subluxer le tibia en avant et à le repousser en arrière, parce que ce patient il a une pente tibiale de l'ordre de 50 degrés, ce qui est quand même très pathologique. Et donc concrètement, la ténodèse latérale ne résoudra jamais cette équation de j'ai une pente tibiale élevée, donc j'ai de la translation tibiale antérieure, donc je détruis mes greffons. La ténodèse latérale, avant tout, est là pour contrôler la rotation et le pivot shift. Donc si vous avez des translations tibiales antérieures spontanées très importantes, vous savez que votre ténodèse n'aura pas un effet majeur là-dessus. Ça a été publié par David Dejour il y a de nombreuses années, mais aussi par l'équipe de Pittsburgh avec Christopher Harner. Vous voyez qu'à partir du moment où on a une pente tibiale élevée, peu importe la charge qu'on mettra sur notre croisée, on va recasser les greffes en série. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que si on regarde dans la population générale, et je remercie encore Clémence, l'interne de M. Christophe Fullier, pour ce magnifique travail fait dans le service, on s'est intéressé à des groupes de patients différents, les MPFL et les ruptures du croisé chez les enfants, mais on voit qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le même spectre du tout de pente tibiale. Et ce que je disais hier, c'est que les ruptures itératives du croisé, c'est un sélecteur de grande pente tibiale, et en fait, plus vous cassez votre croisé, plus vous allez être face à des gens qui ont une grande pente tibiale, et peut-être qu'en fait, il faut à un moment s'y intéresser. Un cas chez une patiente de 34 ans qui avait une fracture tibiale à l'âge de 10 ans avec cette croissance en croix, avec croissance en courbe. Ce qui est rigolo, c'est que cette patiente, enfin ce qui est rigolo, pas très rigolo, au moment de la rupture du croisé qui est survenue 20 ans après sa fracture, elle se luxe le genou complètement. Le fémur, il passe complètement en arrière du tibia parce qu'il n'y a plus rien pour l'empêcher. Et donc quand on rentre en arthroscopie dans ses genoux, et j'en ai fait quelques-uns, le fémur est derrière les ménisques. On a l'impression qu'on a 2 anses de saut. Mais en fait, c'est juste que le fémur est passé complètement en arrière en glissant le long du tibia. Et on est obligé de passer par ces chirurgies de la pente pour arriver à remettre le tibia à sa place. Comme je vous le disais, c'est encore un travail qu'on a réalisé avec Clémence. Si on s'intéresse globalement à différents groupes de patients, donc le groupe 0 que vous avez en bleu, c'est la population normale, c'est ceux qu'on a opéré de lésions méniscales ou de MPFL. Le groupe orange, c'est les premières ruptures du croisé. Le groupe vert, c'est les deuxièmes ruptures de croisé. Mais comme je vous disais hier, en fait, à chaque fois qu'on va avoir une rupture du croisé, grosso modo, on sélectionne une population qui a 2 degrés de pente en plus par rapport à la population normale. Quand vous êtes à votre deuxième rupture du croisé, vous avez en moyenne 4 degrés de plus que la population normale. Donc c'est vraiment un sélecteur qui choisit une population à risque très précise, les ruptures itératives du croisé, qui sont les patients avec une pente tibiale excessive. Et donc je vous disais, LCA sain, grosso modo, on a 83 degrés de pente. LCA endommagé pour une première fois 80, deuxième rupture 79. Donc on vient faire chuter au fur et à mesure de 4 degrés la valeur de la pente tibiale parce qu'on sélectionne ces patients-là en les regardant échouer lors de ligamentoplastie. Un peu de science, il y a un papier à retenir sur le sujet, je pense c'est celui de Pinchevsky, qui est un peu ancien dans la JSM. Vous voyez, Pinchevsky disait, à 20 ans de recul, si vous êtes un adolescent avec plus de 12 degrés de pente, vous avez 11 fois plus de chances de casser votre croisé que sur la population adulte avec une reconstruction du croisé. 11 fois, ça commence à compter. Bon, c'est pas une très grande série, hein, il y a 200 sujets dans la série. Néanmoins, on commence à se dire que la pente plus l'âge est un vrai problème. Le nombre de révisions, pour nous, a un sens également très important parce que vous voyez, ce papier qu'on a dans KSSTA qui montre qu'en fait, si on s'intéresse aux patients qui ont une seule rupture du croisé, si on prend comme curseur une pente tibiale supérieure à 12 qui est admise dans la littérature, mais on va suropérer tout un tas de gens. Et vous voyez, le nombre de patients à traiter, si la pente est supérieure à 15, c'est 6 pour sauver un ligament croisé. Ça veut dire que vous ferez 5 ostéotomies pour rien. Ça commence à faire. Mais si on s'intéresse à 12, ça devient 17. Vous ferez 16 ostéotomies pour rien, entre guillemets. 16 ostéotomies pour rien, c'est pas tout à fait une chirurgie anodine. Donc sur les premières ruptures du croisé, je pense que c'est un no-go, sauf les cas de pente tibiale post-traumatique ou vraiment les cas très compliqués. Sur une première révision, il faut vraiment s'intéresser à un curseur assez haut pour ne pas faire n'importe quoi et encore une fois, commencer par réfléchir à des ténodèses latérales, à des reconstructions méniscales avant de vous lancer dans des chirurgies complexes osseuses. Grosso modo, ce que je vous ai dit, plus on avance vers le sujet, plus il va falloir faire des choses. On se dit qu'à un moment, on peut décider ensemble qu'il y a des patients qui vont avoir une pente tibiale relativement normale, des patients qui vont avoir une pente tibiale relativement limite, et des patients qui vont avoir une pente tibiale relativement élevée. Et en fait, ces trois populations-là, quand on les regarde à la consultation, moi, je trouve que ce n'est pas les mêmes patients. Il y a des patients qui vont avoir des ruptures du croisé traumatiques, sportives assez classiques, et vous allez avoir ces patients qui reviennent avec des instabilités chroniques du genou, avec une pente tibiale excessive, et ces patients-là, on sait
sait qu'une fois que la capsule et le ménisque interne ont commencé à morfler, on n'arrivera pas à récupérer un LCA suffisamment stable et satisfaisant, peu importe la greffe qu'on fera. Encore plus, et ça c'est une étude qu'on a avec Pittsburgh en ce moment, le pire du pire des scénarios, c'est les allogreffes sur les pentes tibiales élevées. On a 60% d'échecs dans la série de Freddy Fou, on est en train de revoir les patients. Donc si vous avez, les allogreffes ne marchent pas. S'il y a des anomalies osseuses, ça ne marche pas du tout. Il y a plus de la moitié des patients qui échouent à 5 ans de recul. Donc, c'est un des messages que j'ai distillé hier. On ne peut pas décider de faire une pente tibiale ou une osteotomie de la pente juste en regardant un chiffre qui est la valeur de la pente. Il faut s'intéresser à plusieurs choses. Est-ce que ces patients ont été bien opérés la première fois? Les tunnels sont de bonne qualité, la greffe est de bonne qualité. On a fait une ténodèse latérale. Les ménisques ont été gérés de façon convenable. C'est une instabilité qui n'est pas chronique, mais qui est une nouvelle instabilité aiguë. Le type de blessure, c'est un sport à contact, un sport avec contact ou sans contact. Et enfin, les facteurs liés au patient, bon quadriceps, âge jeune, niveau d'activité. Et si on s'intéresse à tout ça, on va pouvoir mesurer la pente en se disant, j'intègre tous ces facteurs, c'est la première rupture, je vais mesurer la pente et je vais voir s'il faut lui faire une ostéotomie. Là, la question qui se pose, c'est comment je mesure la pente? Là, bon courage, parce qu'il y a plusieurs stratégies. Ça, c'est la mesure dite de l'axe anatomique de la pente tibiale. On prend le centre de la diaphyse à 2 points différents, on trace un trait qui passe au centre de cette mesure, qu'on peut faire en tant que cercle, au moins on trouve le centre, et après on choisit le sommet de la pente, qui est le plateau tibial médial, mais on peut aussi se dire, ce serait logique de prendre la plante tibiale mécanique. Et cette plante tibiale mécanique, vous voyez ici, c'est pas du tout le même axe, c'est l'axe qui passe par le centre du tibia en haut, le plateau tibial, et le centre du talus en bas. Et vous voyez que malheureusement pour vous, la valeur pour ces mêmes patients, ce ne sera pas la même. Et encore pire, si vous décidez de ne mesurer que sur des radios courtes, vous allez rater tout un tas de patients avec des tibias comme ça. Et avec des tibias qui sont plus courbes en bas, encore une fois, vous voyez, avant, c'est le même genou, mais malheureusement pour vous, vous allez rater des tibias très courbes en distal et ou chez qui la pente tibiale, qu'elle soit anatomique ou mécanique, va être bien sûr bien plus importante si vous mesurez. On estime qu'il y a à peu près 2 degrés d'écart entre les mesures qu'on fait sur radio courte et sur radio longue. Donc si vous faites des mesures sur radio courte, vous sous-estimez la pente de 2 degrés. Si vous les faites sur radio longue, vous les surestimez. La plupart de la littérature et ce chiffre des 12 degrés qui se cache dans la plupart des papiers comme celui de Pitchevski, c'est des radios courtes. Moi, je fais que sur des radios longues, donc j'estime que la valeur anormale de la pente tibiale, il faut la monter un petit peu, elle est plutôt autour de 14 degrés. Après, il faut avoir une bonne radio, parce qu'un des premiers points, d'avoir une radio où les condyles sont superposés. Sinon, vous ne savez pas s'il n'y a pas un problème de rotation dans votre radio qui peut vachement surestimer si vous utilisez l'axe anatomique. Ce problème de surestimation disparaît avec l'axe mécanique, puisque vu que le tibia est une structure relativement ronde, le centre du tibia est à peu près le même que vous soyez de face ou de profil. Donc grosso modo, vous aurez cette surestimation uniquement si vous mesurez la pente anatomique sur des radios qui sont anormales en rotation. Et après, il vient se poser la question de la mesure de la valeur chère à David Dejour, qui est le Static Anterior Tibial Translation. Autrement dit, à 20 degrés de flexion, de combien le tibia avance sous le fémur. Et ça, c'est une valeur clé aussi de compréhension, parce qu'on sait que ça montre l'insuffisance méniscale, l'insuffisance capsulaire. Et on sait que chez ces patients-là, on risque de ne pas être suffisant en faisant juste un geste ligamentaire qui soit intra- ou extra-articulaire, ou les deux. Donc, la grande question à répondre, c'est quand est-ce qu'il faut faire une ostéotomie et quand est-ce qu'il faut faire une ténodèse. La vraie question, c'est qu'il faut faire une ténodèse chez tout le monde. Même si je fais une ostéotomie de la pente, je fais une ténodèse à mes patients parce que, techniquement, on répond à 2 cahiers des charges différents. L'ostéotomie de la pente, elle va jouer sur la translation tibiale antérieure. La ténodèse, elle joue sur l'instabilité rotatoire. Donc techniquement, on ne joue pas sur la même chose. Il y a des données pour les deux, mais techniquement, il faut faire les deux. Et chez ces patients-là, chez qui j'ai fait une ostéotomie de la pente et une reconstruction du croisé, j'ai révisé sa ténodèse latérale parce que je pense qu'il faut aussi réviser les ténodèses latérales. Quand on révise un croisé, je suis à peu près persuadé que les ténodèses latérales cessent de fonctionner après un certain temps et que si vous ne les révisez pas, vous ne restaurez pas ce contrôle de la rotation. Il y a des preuves cliniques à l'appui. On sait que chez les patients normaux, la pente tibiale est faible, que chez les patients avec LCA, elle est élevée. On sait que la pente tibiale va détruire à la fois le LCA, les ménisques et le cartilage, ce qui n'est pas bien. Et bien sûr, il faut le prendre en charge dans les révisions du croisé. Je ne vous assommerai pas de littérature, mais il y a pas mal de choses sur le sujet. Et encore une fois, l'objectif est de restaurer une pente tibiale chez ces patients-là dont on se dit qu'il faut faire quelque chose. Entre 4 et 6 degrés, ça a été publié par David Dejour. C'est ce qui contrôle le mieux la translation tibiale antérieure. Comment je fais en 1 minute, sur la minute qui me reste, avec juste des broches et pas à l'intérieur du patient. Je fais des ostéotomies infratubérositaires. Je commence 2 cm en dessous de la tubérosité tibiale. Donc je viens chercher mes 2 cm, je tire une broche, je positionne d'abord ma plaque et je verrouille la plaque en proximale pour pouvoir retrouver cette position-là de façon facile en post-opératoire. Je laisse un plot dans mon dernier trou de vis pour être sûr que mon ostéotomie ne sera pas
dans ce trou de vis. Je tire 2 broches antéro-postérieures qui vont finir au niveau du ligament croisé postérieur, qui vont venir vraiment mourir au niveau de l'insertion distale du croisé postérieur. Je mets 2 coups de scie de quelques millimètres pour stabiliser ma lame de scie tout le long du plan de coupe. Une fois que je suis dans ce plan-là, je ne pourrai plus faire tourner ma scie. Et je finis mon triangle. Je viens réséquer ce triangle antérieur en filissant mes ailes en arrière, en nettoyant l'intérieur de mon ostéotomie à la scie pour que ce soit propre. Je repositionne ma plaque, je passe en extension et je mets une vis corticale. Et l'affaire est finie. Honnêtement, c'est une ostéotomie qui est relativement simple, qui ne nécessite pas beaucoup d'apprentissage. En 2 ou 3 cas, vous êtes à peu près ready pour faire ce geste. En conclusion, je vous dirais que l'athénodèse latérale ne corrige pas l'environnement mécanique et biologique alors que l'ostéotomie le peut. C'est une chirurgie qu'on doit réserver à des cas de première ou deuxième reprise, dans des cas de très grosse pente tibiale ou de pente tibiale excessive pour la deuxième reprise. Encore une fois, ne vous lancez pas là-dedans sans être entraîné. Je vous invite bien sûr à venir vous former à mes côtés si vous le souhaitez, à la fois au PCO ou à Marseille dans notre école de ninja. Merci beaucoup.